J'ai toujours eu ce petit truc-là, cette petite voix dans la tête qui me disait « Franchement, ça va, c'est cool ce que tu fais, tu trouves ça intéressant, t'apprends tout ça, mais je crois que t'es pas complètement là où il faut non plus. » Enfin, tu vois, il y a autre chose que t'as envie de faire, tu sais pas quoi, machin. J'ai beaucoup lu des choses, des blogs, des bouquins, des machins, de gens qui d'un seul coup ont la révélation qu'ils ont envie de faire ça et que bim, à 35 ans ou à 30 ans ou à 40 ans, 45 ans, ils ont trouvé leur truc et c'est parti. Moi, je me suis dit, super, et si ça m'arrive jamais comment ça se passe, quoi. Enfin, parce qu'en plus, il y a beaucoup de choses que j'aime beaucoup, mais j'ai pas l'impression d'avoir une passion très forte dont je puisse en faire mon travail. Enfin, c'est pas ça, quoi. Donc voilà, donc je me suis dit, bon, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être pas trop me mettre la pression. Je vais garder ça dans un coin de ma tête, et puis je vais juste vivre. Et en fait, il s'avère que je crois beaucoup à ce qu'on pourrait appeler le destin, mais en tout cas, à quelque part, quand tu es toi, que tu fais certains choix, et ben il y a des choses qui arrivent vers toi aussi. En fait, c'est comme tout le temps. T'as tes peurs. Si tu vas pas t'y confronter, tu vas pas les passer. Donc t'y vas. Et puis en fait, tu te rends compte que de temps en temps, c'est justifié, mais qu'en fait, c'est pas si grave. Je dirais, ok, t'as toujours été un peu perdu dans ta vie, à tous les niveaux, machin, mais regarde, en fait, il y a un moment, t'as compris, un peu tard, mais t'as compris quand même qu'il fallait s'écouter. Et finalement, maintenant, que ce soit personnellement ou professionnellement parlant, t'es bien là. Tu vois, donc c'est cool. Dans tous les cas, le truc important, c'est d'être aligné avec soi. Et en fait, il faut se faire confiance. Je suis Charlotte Desrosiers Natral et je te souhaite la bienvenue dans Pourquoi pas moi en chemin. Ils ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Je t'invite à suivre le changement de vie de personnes exceptionnelles qui sont passées à l'action et sont en pleine sortie de leur zone de confort. Nous suivrons leur avancement, leurs peurs, leurs doutes, leurs réjouissances et le rôle de leur entourage. J'aurai le plaisir de les interviewer tout au long de ce fabuleux chemin grâce à un épisode trimestriel où vous pourrez leur poser toutes vos questions. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur pourquoipasmoi.co. En attendant, je vous propose un nouvel épisode de Pourquoi pas moi en chemin. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle personne extraordinaire dans le format En chemin. C'est notre premier rendez-vous avec Nathalie. Mon envie est de vous inspirer avec des profils et des états d'avancement dans les projets très différents. En effet, Nathalie a monté sa structure en septembre 2019, soit il y a 6 mois, et elle vient d'obtenir son premier financement et va donc pouvoir accueillir une stagiaire. Nathalie a 35 ans. Après avoir fait une école d'ingénieur, elle a quitté sa région pour s'installer à Paris. Son parcours professionnel était tout tracé et plein de réussites. Consultante en système d'information, puis responsable produit informatique, autrement appelé dans le jargon de l'univers du logiciel Head of Product Management. Suite à un licenciement économique, Nathalie a su transformer ce moment en une opportunité pour écouter sa petite voix et cofonder Little Pop. Bienvenue dans l'univers de Nathalie et Linger. Bonjour Nathalie. Bonjour Charlotte. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît ? Oui, alors j'ai choisi un pot de fleurs, un pot de coquelicot pour être précise, mon petit pot de coquelicot qui pousse sur mon balcon, qui est du coup le coquelicot ma fleur préférée, et du coup un pot de fleurs. Alors pourquoi est-ce que je trouve que ça me représente, outre le fait que ce soit complètement ma fleur préférée, c'est cette passion de voir une nature s'épanouir, grandir, qui prend son temps pour le faire, mais qu'on peut voir jour après jour, se mettre à vivre et grandir. Moi, le coquelicot, c'est ma fleur préférée aussi. Et ce que j'ai toujours trouvé top dans cette fleur, c'est, top et pas top d'ailleurs, c'est que tu peux pas l'accueillir. Non, elle est hyper fragile. Du coup, c'est clair que c'est, je pense aussi ça qui fait tout son charme. Après, le coquelicot, il a une symbolique qui est aussi hyper belle de fertilité, de protection, de choses comme ça. Mais c'est vrai que c'est une fleur qui si on la coupe, elle meurt, et qui en plus est hyper sensible aux pollutions, aux choses comme ça. Donc ouais, il y a vraiment un truc dans cette fleur qui donne envie d'en prendre soin et de la voir pousser. Donc, canon. Ouais. Où est-ce que tu es née ?
Je suis née à Mulhouse, en Alsace. Alors, j'avais pas passé beaucoup de temps parce que j'y suis restée 6 mois. Mais ouais. Donc, Et t'as grandi du coup où ça? J'ai grandi donc en Moselle, donc c'est pas très très loin. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on confond toujours. On dit que je suis une Alsacienne, mais non, c'est Mosellane, Lorraine. Mais j'ai grandi à côté de Thionville, donc à la frontière luxembourgeoise, allemande, belge. Donc de mes 6 mois à mes 18 ans, avant que je parte faire mes études. Alors pas très loin, à Nancy, mais voilà. Et t'étais quoi comme type de petite fille? Alors, j'étais quoi? J'étais, du coup, j'ai une enfance campagne, vraiment nature, voilà. Et j'étais une petite meneuse de bande en fait. J'avais mon groupe de potes. Alors, on se tirait la chic avec une autre copine qui était aussi un peu en mode leaduse de temps en temps à avoir ce rôle-là. Mais voilà, c'était leaduse de bande et puis c'était des jeux dans les herbes hautes, des balades à n'en plus finir dans les forêts, aller voir les animaux, aller se baigner dans les rivières, à jouer à cache-cache dans les champs de colza pour le plus grand malheur de mes parents parce que ça tâche vachement les vêtements et en les plus, chaussures. Ça défonce aussi les champs de colza pour les agriculteurs. Ouais, les agriculteurs étaient pas fans non plus, ouais. Mais voilà. Et tes parents, ils faisaient quoi comme métier? Alors, mon père est toujours, donc il travaille chez Orange, donc anciennement France Télécom. Et ma mère, alors elle a été maman au foyer pendant pas mal de temps. Vous êtes 3? On est 3, ouais. Moi, j'ai une grande sœur et un petit frère. Ma maman a été maman au foyer pendant longtemps. Elle a voulu reprendre ensuite un travail. Elle a repris en tant qu'ouvrière, je pense pas loin autour de ses 40 ans, dans l'usine PSA qui est pas très loin, qui a fait parler d'elle d'ailleurs aussi dans la presse ces dernières années. Et puis elle a fini par faire une formation d'auxiliaire de puériculture donc elle a travaillé ensuite en crèche pendant des années. Elle vient de partir à la retraite. Ouais. Super. Et toi, quand tu étais petite, tu disais quand je serai grande, je ferai quoi comme métier? Je pense que j'ai jamais trop su. Après, il y avait, je me voyais comme une grande scientifique. Je me disais, je vais aller explorer le monde, comprendre comment ça fonctionne, en passant par différentes phases. D'un côté, il y avait toute la biologie qui m'intéressait beaucoup. Après, c'était plutôt tous les planètes, l'espace, l'univers, tous ces aspects-là. Donc voilà, pour moi, c'était sûrement les sciences. Alors j'ai sûrement rêvé aussi d'être chanteuse à un moment, mais j'ai vite abandonné. À un moment, on n'a pas de talent, c'est comme ça, quoi. Mais voilà, donc je pense que c'était grande scientifique. Et jusqu'au bout, en fait, parce que même au moment du bac, en fait, je savais pas trop quoi faire après. Donc j'étais très bonne élève, donc j'avais pas mal de portes ouvertes. Et j'étais partie en me disant, tiens, je vais aller faire l'observatoire de la Terre et de l'univers. Ça va être génial. Alors il y a très peu d'élus. Ça existe. Ouais. D'accord. C'est un tout petit truc. Et il y a très peu d'élus, ça va être hyper dur, mais je m'en fous, je suis passionnée, je vais y arriver. De toute façon, je suis hyper forte, donc c'est parti, quoi. Et puis, en traînant sur les tout débuts d'Internet à l'époque, je me suis retrouvée à voir un concours qui préparait à entrer en école d'ingénieur en post-bac. Et je me suis dit, tiens, je vais m'entraîner pour le bac, parce que même si j'étais extrêmement bonne élève, jamais sûre de moi, donc je me disais, il faut quand même que j'aille voir si je vais l'avoir ou pas, ce bac. Et je suis allée passer ce concours. Et il s'avère que je l'ai eu, et que pour passer ce concours, il fallait s'inscrire dans une école, et que je m'étais inscrite par hasard dans une école, et que du coup, j'étais prise en école d'ingénieur. Donc c'est là où ça m'a un peu chamboulé tout, en fait. En plus, pour moi, l'école d'ingénieur, c'est marrant, mais c'était pas accessible pour moi. C'était quelque chose que... Pourquoi ? Je sais pas, alors je pense que déjà, je n'avais pas une famille qui a fait des grandes études dans les générations d'avant. Ta grande sœur, du coup, elle faisait quoi, elle ? Ma grande sœur, elle était très forte aussi, mais elle voulait pas faire de longues études. Ça l'ennuyait profondément. Donc, elle avait fait un BTS. En fait, elle a fait 2 BTS, un mesure physique et un commerce international en 3 ans. Après, elle a travaillé pendant des années. Et en fait, finalement, elle a fini par reprendre des études, refaire 2 licences, un master, un doctorat. Donc, tout compris.
Mais à ce moment-là, du coup, moi, quand j'avais 18 ans, elle était pratiquement à la fin de son IUT. Oui, c'est un IUT. Voilà. Donc, moi, je m'étais dit, de toute façon, je vais aller en fac, je vais aller faire une licence de sciences de la Terre et de l'univers, et puis après, j'irai intégrer l'observatoire, tout ça. Donc là, j'étais prise en école d'ingénieur et ça me semblait être un truc de fou. Ouais. Et je me suis dit, bon, bah, je suis prise, j'y vais. De toute façon, je vais sûrement me planter, c'est pas grave, je vais essayer, je vais y aller 1 an et puis on verra bien. Voilà. Et tes parents, comment ils t'ont accompagné pendant cette époque et ces grandes questions ? Ouais, bah, c'est compliqué. Mes parents, ils m'ont toujours dit, fais comme tu veux. L'important, c'est que tu sois heureuse. Donc, n'importe quel métier qui peut t'intéresser, de toute façon, on sera là pour t'aider. Après, les parents, ils peuvent pas non plus choisir à ta place. Donc, c'est compliqué. Ils m'ont beaucoup aidé parce que, déjà financièrement parlant, en étant étudiant, donc ça c'est certain. Ils m'ont jamais dit non, ça va pas être possible parce que ça va être trop lourd financièrement. Ils m'ont dit bien sûr, go, vas-y. Après, voilà, c'est tu peux tout faire, t'as le droit de tout faire, débrouille-toi. Ouais. Donc là, du coup, tu as intégré l'école, 5 ans, ouais. 5 ans d'études. Donc, ouais. J'imagine dans une école d'ingénieur, il ne doit pas y avoir des masses de nanas. Ouais, alors après, c'était une école d'ingénieur assez particulière. Donc, c'est une école d'ingénieur généraliste spécialisée en développement de produits innovants. Et tu vois, on avait, donc je parle de ça, c'était il y a 15 ans maintenant. Tu as intégré ça à l'école en 2002, ouais, voilà. Ouais, plus que 15 ans, du coup. Presque. Un chouïa. Et en fait, tu vois, c'était une école dans laquelle un tiers de notre évaluation était faite sur le développement personnel. Donc, c'est quelque chose dont on ne parlait quand même pas énormément à l'époque et l'école le proposait. Et donc, elle avait plein de contenus comme ça assez innovants. Donc, en effet, on devait être, je sais plus, genre 10% de nanas, un truc dans le genre, mais on était aussi des très petites promos. Donc, t'es pas non plus baigné noyé, on va dire, dans une masse de mecs, machin, mais ouais, c'est sûr que de toute façon, tu es dans un environnement masculin. Ce qui, moi, me convient bien, en fait. Me va bien. C'est jamais quelque chose qui m'a fait peur. Au contraire, en fait, je me suis toujours plus retrouvée dans ces univers-là que truc de fille. Ouais. Que je pense que dans d'autres études où j'aurais été un peu plus malheureuse, ce serait sûrement très bien passé, mais voilà. Et du coup, rapidement, tu t'es rendu compte qu'en fait, t'étais à ta place et qu'en fait, t'avais peur et tu ne pas y arriver, mais... Ouais, alors, oui et non. En fait, c'est marrant. Alors, oui, dans le sens où, bien sûr que j'y suis arrivée. Enfin, c'était, de toute façon, il n'y a pas de secret. Il y a un moment, quand tu travailles, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Et après, j'ai beaucoup douté tout au long de ces études. Il y a même un moment, j'avais vraiment envie d'arrêter. Je devais être en 3e ou 4e année, donc j'étais pas très loin de la fin et j'ai eu envie d'arrêter. Et la seule raison pour laquelle je l'ai pas fait, c'est qu'en fait, je me suis dit, j'ai pas le droit vis-à-vis de mes parents qui se saignent depuis 3 ans pour que je puisse vivre à Nancy et faire mon école d'ingénieur tranquille, d'abandonner maintenant. Il faut que j'aille jusqu'au bout du truc. Mais en fait, pourquoi tu voulais abandonner ? Je voyais pas ce vers quoi ça m'amenait. Je voyais pas les plans derrière. Et j'avais l'impression que ça allait m'amener dans un univers qui m'intéressait pas. Enfin, j'avais du mal à me projeter en fait. Donc voilà. Mais après, c'est sûr que je réussissais et qu'il y avait ces enseignements un peu parallèles, ces choses hyper intéressantes qu'on faisait. Et puis les gens qui m'entouraient aussi dans cette école qui étaient vraiment chouettes. Et du coup, oui, j'ai continué jusqu'à la fin, jusqu'à avoir mon diplôme. Ouais. Et du coup, tu as été diplômée, tu t'es dit, ça y est, il faut y aller. Ouais, il faut y aller. Qu'est-ce que tu voulais faire écoute, à ce moment-là, j'étais vraiment en mode, il faut que je travaille, il faut que j'ai de l'argent pour pouvoir vivre. C'est même pas qu'est-ce que je rêve de faire et tout ça. C'est, il y a un moment, j'ai fait des études, c'est pour avoir un travail, c'est pour pouvoir manger, c'est pour, voilà. Donc, j'ai cherché du travail. Et à ce moment-là, quand tu sortais d'école d'ingénieur, ce qui marchait vachement bien, c'était le consulting. Le conseil. Alors j'ai passé des entretiens dans des grosses boîtes de conseil, en fait, j'ai fui. J'ai passé les premiers rounds d'entretien et puis après je suis partie en disant non mais en fait non merci, ça va pas être pour moi. J'ai trouvé un petit cabinet de conseil il y avait 40 personnes, donc c'était plutôt en mode familial et tout. À Paris du coup. À Paris, ouais, à Courbevoie. Donc là, changement de vie. Ouais, alors j'avais déjà fait mon stage de fin d'études chez L'Oréal à Paris, donc du coup ça faisait quand même déjà quelques temps que j'y
j'y étais. J'étais revenue sur Nancy pour le moment où tu as soutenance de stage, tout ça. Et je suis retournée à Paris ensuite. Après, il y avait aussi pas mal d'amis qui avaient fait comme moi, en fait, qui avaient passé un stage, trouvé leur premier job là-bas. Puis bon, voilà, on se dit quand même, c'est plutôt pas mal pour démarrer, donc allons-y. Donc cette boîte de conseil, après c'était du conseil en SI, principalement dans des banques. SI, système d'information. Système d'information, ouais, donc sur des projets informatiques, c'est de l'organisation de projets informatiques et toutes les méthodos de gestion de projet, tout ça, donc c'est chouette, c'est intéressant. Après, le milieu, quand t'es pendant 3 ans ou 2 ans et demi dans des banques à faire ça, c'était pas tellement c'était sympa, mais c'était pas tellement mon truc non plus, quoi. C'était voilà. Donc voilà, 2 ans et demi, c'était cool, j'ai appris plein de choses, c'était chouette. Et en fait, c'est marrant parce que j'ai associé le fait de pas me sentir à ma place à l'informatique. Ouais. Je me suis dit, bon, il faut que je trouve autre chose et il faut que je retourne plutôt vers l'industrie, qui était plus ma formation, en fait, de développement de produits industriels. Et voilà. Et du coup, j'ai été appelée par une entreprise, Enablon, qui cherchait quelqu'un pour mettre en place toute cette partie méthodo de gestion de projet. Éditeur de logiciels français, voilà. Très belle success story française. Superbe success story. Et voilà. Et du coup, je suis appelée. Je vois le truc dont je ne connaissais pas. Après, on est sur un domaine quand même. On parle de sécurité au travail, de HS, tout ça. Donc c'est quand même, ça me parle quand même déjà plus. Et je me dis allez, je vais passer l'entretien. De toute façon, ça me coûte rien. Ça va me remettre dans le bain pour chercher du travail. Et puis on verra. Il s'avère que l'entretien s'est très bien passé, que en fait j'ai eu envie d'y aller, et que je me suis dit peut-être que je me trompe, c'est pas l'informatique le problème, c'est le domaine bancaire, et donc je vais tenter de faire cette aventure avec Enablon. Et là ça a été super. Ça a été 6 années vraiment géniales, avec une entreprise qui te pousse à donner le meilleur de toi, mais qui te donne l'opportunité aussi de pouvoir faire des side projects, des choses de fou, et puis qui en plus se développer quand même très fortement à l'international, notamment aux États-Unis. Donc ça voulait dire se retrouver dans des situations devant des clients à Chicago, à devoir parler de projets c'est lunaire. On se dit c'est pas possible. Qu'est-ce que je fais là, quoi? Je vais jamais y arriver, machin. Et puis si, finalement, tu y vas, tu te rends compte que ça marche et que c'est chouette, en fait. Même si c'est flippant, t'as la trouille, c'est voilà. Mais c'est top. Et du coup, cette boîte m'a appris beaucoup de choses, ouais. Humainement parlant, professionnellement parlant. Et puis, j'ai pu changer de poste aussi au milieu de cette entreprise. Et puis, comme tu dis, c'est une superbe success story. Ouais. Et du coup, avoir pu grandir et avoir vu cette success story se mettre en œuvre, c'était super. C'était magique. Et pourquoi du coup t'es partie de chez Enablon ? Alors je suis partie d'Enablon parce que j'avais fait un peu le tour en fait du truc, que Enablon se faisait racheter par un plus gros groupe, et en fait moi je me suis rendu compte que ce que j'aimais chez Enablon, c'était une entreprise qui a beaucoup grossi mais qui avait gardé cet esprit start-up, avec des fondateurs très accessibles, et du coup chouette. Et je me suis dit là j'ai envie de retourner dans une start-up, vraiment au tout début, dans des petites équipes et je veux évoluer dans mon métier. Donc là pour le coup c'était du product management, donc du produit digital, et voilà, et grandir dans ce métier là. Donc là, là t'avais trouvé ta voie. Ouais, voilà, je me sentais bien là-dedans, j'aimais bien ce métier. Après c'est un métier, c'est pas pour rien que j'aimais bien aussi, hein. Ça fait appel à des qualités humaines qui sont importantes. Ça demande beaucoup d'empathie, beaucoup d'écoute. Du coup, beaucoup d'organisation aussi. Ouais, il faut être quand même carré. Voilà, il y avait mon côté ingénieur complètement rationnel, scientifique, et en même temps cet autre côté le côté humain qui est beau et qui intéresse. Tout ça se retrouve dans ce métier-là. Et c'est un métier sur lequel il y a tout à faire, qui se développe très fortement. Mais il y a tous les 6 mois, il y a une nouvelle méthode, il y a un truc. C'est hyper intéressant, et notamment quand tu peux le mettre en œuvre dans une petite boîte où il y a 15 personnes et où tout est à faire, quoi. Ouais. Donc je me dis ça c'est cool.
Super. Donc là, tu commences chez Drust. Tu restes 2 ans et 7 mois. Ouais, 2 ans et demi. C'est la dernière expérience salariée. De mon ancienne vie Ouais. professionnelle. Ouais, complètement. Ouais, du coup, Drust, donc cette start-up qui faisait de la voiture connectée. Donc, au niveau produit, c'est hyper intéressant. On parle d'applications mobiles, on parle de systèmes embarqués. Enfin, c'est chouette. Donc voilà, avec beaucoup de changements parce que c'est très instable. Il faut trouver son marché. Enfin voilà, c'est plein de choses à découvrir. Et puis même des organisations un peu originales qui ont été trouvées par les fondateurs qui étaient cool aussi à voir tester. Donc chouette. Et en fait, Drust a commencé à avoir des difficultés, à avoir des problèmes de financement. Et donc il y a eu un dépôt de bilan. Donc voilà. Moi, difficile du coup à vivre, j'imagine. Et non, en fait non. Alors c'était assez super. Alors super, je pense pas pour tout le monde. Je pense que certains des fondateurs l'ont plus mal vécu que d'autres parce que c'est complètement normal. Mais non. Alors parce que en fait, on est quand même dans une entreprise où c'est des geeks, c'est des ingénieurs, c'est des gens qui retrouvent du travail très très facilement. Donc il y avait pas cette peur en fait de voilà. Et puis quelque part, c'était super comme aventure, mais c'est soit il fallait que ça se lance vraiment dans une direction, soit il fallait que ça s'arrête. En tout cas, pour moi, c'était ça. Et du coup, en fait, quand j'ai vu le truc arriver, je me suis dit en fait, j'ai envie de partir aussi, de toute façon. Enfin, je commençais à avoir envie d'autre chose, sans trop savoir quoi, mais ça voilà. faisait presque 3 ans que tu y étais. Ça faisait presque 3 ans, et c'est vrai que c'est un peu un de mes défauts, c'est que je m'ennuie vite. Et puis, voilà, j'avais envie d'autre chose, mais en ne sachant pas quoi. Qu'est-ce que c'est l'autre chose? C'est donc un peu, alors pas simple du coup comme période forcément, mais plutôt exaltante en fait. Ouais. Comment t'as fait du coup pour te dire qu'est-ce que j'ai envie de faire? Écoute, j'ai toujours eu ce petit truc là, cette petite voix dans la tête qui me disait franchement ça va, c'est cool ce que tu fais, tu trouves ça intéressant, t'apprends tout ça, mais je crois que t'es pas complètement là où il faut non plus. Enfin, tu vois, c'est il y a autre chose que t'as envie de faire, tu sais pas quoi machin. J'ai beaucoup lu des choses, des blogs, des bouquins, des machins de gens qui d'un seul coup ont la révélation qu'ils ont envie de faire ça et que bim à 35 ans ou à 30 ans ou à 40 ans, 45 ans, ils ont trouvé leur truc et c'est parti. Moi, je me suis dit, super, et si ça m'arrive jamais comment ça se passe, quoi. Enfin, parce qu'en plus, il y a beaucoup de choses que j'aime beaucoup, mais j'ai pas l'impression d'avoir une passion très forte dont je puisse en faire mon travail. Enfin, c'est pas ça, quoi. Donc voilà, donc je me suis dit, bon, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être pas trop me mettre la pression. Je vais garder ça dans un coin de ma tête et puis je vais juste vivre. Et en fait, il s'avère que je crois beaucoup à ce qu'on pourrait appeler le destin, mais en tout cas à quelque part, quand tu es toi, que tu fais certains choix, et il y a des choses qui arrivent vers toi aussi. Ces attractions. Exactement. Tu vas t'entourer de certaines personnes qui vont t'amener, eux, des opportunités, ou alors tu vas te retrouver dans certaines situations qui font que ces opportunités vont se découvrir. Donc voilà, ok, on se met pas de pression, on verra, machin. Et en effet, c'est arrivé, mais connement, enfin, du coup, allons-y. En effet, Drust a déposé le bilan en mars, enfin en février-mars. Moi, en décembre, je me retrouve à chercher des habits de seconde main pour habiller les enfants de mon copain, parce que voilà, on a tous les deux des très fortes valeurs éco-responsables. On essaie vraiment de mettre en œuvre ça dans notre consommation. Donc ça passe par de la consommation raisonnée et du coup, acheter un minimum de neuf et surtout de la seconde main. Quand c'est possible. Et dans le domaine de l'habillement de l'enfant, d'autant plus. Enfin, ça semble complètement envisageable. Et en fait, j'ai été super surprise. Je m'attendais à ce que ce soit très simple. Et ça a été galère. Mais ça m'a pris un temps, mais de fou. Tu trouves des trucs, en fait, c'est pas de bonne qualité. Ça coûte trop cher pour ce que c'est. Les gens sont pas fiables. Il y a certains sites qui existent, qui sont très bien, mais il faut passer 5 heures sur Internet. Alors peut-être que je suis nulle en recherche Internet aussi, tu me diras, mais normalement t'es ingénieur, donc normalement ça devrait plutôt bien se passer, mais ouais, j'ai trouvé ça vraiment très très consommateur de temps et je me disais mais des gens comme moi
qui veulent changer leur façon de consommer, qui ont un travail qui prend beaucoup de temps, qui ont une vie sociale derrière, des enfants dont il faut s'occuper, à aucun moment ils ont le temps de faire ça en fait. Ou l'envie. Ouais, c'est plus simple d'aller chez Zara, H&M, t'en as tout à tous les coins de rue, dans toutes les villes de France, même les plus petites, que de trouver vraiment ces produits-là pour les enfants. Et en fait, ça a germé, du coup, ça a mis une petite graine dans ma tête. Et puis, j'ai laissé passer les semaines, je me suis dit, c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Et ça, voilà, donc ça, c'est le truc de, je vois un problème, j'ai besoin de le résoudre. C'est comme ça un côté ingénieur, et je me suis dit, bon, allez, il y a sûrement quelque chose à faire, donc allons-y. Là, t'as commencé, du coup, à en parler à certaines personnes ? Ouais, alors j'ai commencé à en parler à des amis, au travail, machin, et à lancer un questionnaire, en fait. Alors, j'étais partie sur une idée de e-shop de seconde main, voir voilà, quelle était l'appétence sur un truc comme ça, comment on pourrait mettre ça en œuvre, tout ça. Sachant que t'as quel âge ? À l'époque là, ouais. j'avais 34 ans. Ouais. Avec pas mal de copains qui avaient des enfants. Ouais, très entourée par des copains qui ont des enfants plus jeunes, plus vieux, enfin voilà, donc assez large. Et puis dans une cible que j'imaginais qui fonctionnait bien avec le projet. Donc ouais, ça c'est bien. Et puis on en parle aussi beaucoup avec Benoît, mon copain, qui lui à ses heures perdues développe des choses, fait des projets dans tous les sens. Et puis en fait le concept. Quand il développe, il code. C'est un vrai pro et. Oui. Alors c'est pas son métier aujourd'hui, mais c'est quelque chose qu'il sait faire et qu'il aime faire et qu'il fait du coup. Qui fait bien en plus. Et qui fait bien en plus, ouais. Il écoutera le podcast, il sera content. Il voulait qu'on parle de lui, c'est bon, oui, c'est fait. Ça, c'est bon. mais voilà, donc du coup on parle de tout ça et puis voilà, et le concept évolue petit à petit jusqu'à arriver à cette idée d'une expérience d'achat différente à travers une malle que les gens reçoivent chez eux avec des vêtements qu'ils peuvent essayer et après ils gardent ce qu'ils veulent et ils renvoient ce qu'ils veulent pas. Et plus seulement de la seconde main, parce que je me suis dit, mais en fait, il y a aussi tellement de marques engagées, éco-responsables qui essayent d'émerger. Il faut les aider, voilà. Et puis, le shopping, ça reste quand même aussi un acte plaisir, où tu as envie de la jolie pièce, qui va coûter un peu plus cher, mais voilà. Le truc qui est un peu cool. Voilà. Et du coup, ce mix entre de la seconde main et du neuf, ça permet quand même d'avoir des paniers qui soient plutôt raisonnables, parce que forcément, le neuf éco-responsable coûte plus cher que ceux dont on a l'habitude. Mais en mixant avec la seconde main, ça fait une balance qui est intéressante, en fait. Donc voilà. Finalement, tu as le même panier. En fait, tu vas avoir le même... la tenue coûtera la même chose que si tu vas chez Zara, sauf que tu auras de la seconde main et du neuf. Exactement. Ouais, c'est ça. C'est que tu auras payé, en effet, ton t-shirt, tu l'auras payé plus cher, et le short, tu l'auras payé 4 €, parce que c'est de la seconde main, mais bon, ta tenue, elle fera toujours 40 € au final, quoi. Ouais. C'est exactement ça. Donc là, du coup, t'as ton idée, elle germe. Ouais, l'idée, elle germe. Alors là, elle est même plus... Le coquelicot commence à pousser. Ouais, exactement. Donc, entre-temps, moi, j'ai arrêté de travailler tout début avril. Il y a eu le dépôt de bilan, machin. Donc, je me dis, bon, allez, c'est bon. Alors, j'ai quand même passé quelques entretiens à ce moment-là, en mode, ça fait peur. C'est bon, voilà. Et en fait, en commençant des process de recrutement, au bout du deuxième entretien, 3 fois, au bout du deuxième entretien, j'ai fini par dire, non, en fait, non. J'ai envie de lancer mon projet, j'ai envie d'essayer. Je prends pas de risque à le faire. En plus, t'avais le chômage parce qu'il y avait eu... J'avais le chômage, ouais. J'étais en licenciement économique, du coup, forcément, ça fait moins de revenus, mais bon, ça laisse quand même... C'est une super chance qu'on a dans ce pays, donc voilà. Donc, et puis bon, on se dit, allons-y, testons. Et en fait, du coup, on a quand même développé le site web avec Benoît. Moi, j'ai acheté du stock sur mes deniers personnels. Du coup, t'as investi un peu d'argent. J'ai investi un peu d'argent, mais en me disant, de toute façon, ce stock, une fois que je l'ai, même si ça fonctionne pas, machin, je le revends, c'est pas grave. Enfin, tu vois, c'est OK. Risque limité. Risque limité. Ça fait toujours peur, mais risque limité quand même, quoi. Et du coup, on lance... C'était quoi, du coup, tes peurs à ce moment-là ? Donc ça, c'était quoi ? Là, on est en mai de l'année dernière. Ouais. C'est le moment où on a lancé un test dans notre réseau. Ouais.
Donc l'entreprise n'était pas créée encore, on a juste lancé un test copain-famille de voir, tester comment ça se passe au niveau de la communication, sur l'expérience sur le site web, logistiquement parlant, est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas. Ça a été génial, ça nous a fait apprendre plein de choses. Ouais. Et puis voilà, on a continué à travailler dessus juillet-août pour arriver à la création de l'entreprise en septembre. Ouais. Et c'était quoi du coup tes peurs à cette époque-là ? Tu t'en rappelles ou pas ? Ouais, parce que je pense qu'elles sont toujours là. C'est que j'arrive quand même dans un milieu de mode. Alors déjà il y avait ça, c'était le milieu de la mode enfantine. On est dans un double truc de nana. Moi j'ai été habituée qu'à des milieux plutôt masculins. Là la mode de ma vision à moi, c'est un monde de hyènes. Enfin tu vois, c'est là. En plus pour maman. Pas dire de chienne. Ouais. Oui, voilà. En plus, un monde de maman. Moi, je suis pas maman. Enfin, tu vois, et du coup, j'avais peur aussi d'être rejetée quelque part à cause de ça et de pas réussir en fait à être légitime. Alors déjà que j'ai le syndrome de l'imposteur puissance 8000, mais alors là, voilà, je suis allée pleine boule dans un truc que je ne connaissais pas du tout. Et voilà, donc j'avais vraiment peur de pas comprendre les codes, de pas comprendre comment ça fonctionne, de pas être acceptée, de pas y arriver dans la mise en œuvre, juste de vraiment louper des choses. Et cette peur-là, alors pour le coup, l'univers mode, enfantine, machin, non, ça va, ça c'est parti. Mais cette peur de pas y arriver, elle est toujours là. Enfin, et puis de toute façon, c'est difficile de faire des plans ouais, je vais faire exactement comme ça, machin. Alors oui, j'ai mes envies, j'ai mes plans, des petits plans, des petites guidelines dans ma tête de comment j'ai envie de développer les choses. Et puis bon, ça va, il y a quand même Benoît qui est là, qui est là en conseil, et même dans l'entourage, je peux bénéficier de beaucoup de conseils, donc ça c'est quand même super chouette. Mais c'est quand même de l'inconnu tous les jours. Ouais. Enfin, ce qui est chouette, c'est que du coup, on se connaît, on est amis. Il y a beaucoup de personnes dans notre entourage qui sont entrepreneurs. Ouais, en fait. Voilà. Et puis entrepreneurs à tous les niveaux. Il y a des gens qui ont leur boîte depuis 20 ans, qui fonctionnent très bien. Il y a ceux qui l'ont lancé il y a 2 ans. Ceux qui ont pris la boîte des parents. Ceux qui ont pris la boîte des parents. Et puis il y a ceux qui ont testé plein de projets qui n'ont pas marché, machin. Et puis encore une fois, Enablon, c'est encore dans ma vie aujourd'hui parce que cette boîte-là, elle a fabriqué des entrepreneurs en fait, et même les fondateurs, il y a quand même un des fondateurs aujourd'hui qui me conseille, qui est là, qui donne volontiers de son temps pour m'écouter et m'aider aux besoins. Donc j'ai une chance phénoménale là-dessus. Donc ça c'est super chouette. Mais ça reste quand même de l'inconnu tous les jours. Ouais. Tous les jours. T'as suivi des formations du coup pour pouvoir t'aider, je sais pas, en market ou... Non. Alors du coup, donc c'est expérience digitale, donc on parle de marketing digital beaucoup. Ouais. C'est sûr que dans ma précédente vie professionnelle, le marketing digital, je l'ai appréhendé de loin parce que ça reste quand même un métier à part entière. Donc non, j'ai pas suivi de formation là-dedans, mais parce que j'ai pas envie de devenir une pro du marketing digital. En fait, je me dis, je sais ce que j'aime faire, ce que j'aime pas faire, et là où je suis pas bonne. Je pense que la chose la plus intelligente à faire, c'est de se faire accompagner par ceux qui savent faire. Ou qui sont moins dans des formations pour ça, ou qui voilà, donc soit par des professionnels, soit par des agences, ou même par des étudiants. Enfin voilà, il y a tellement de possibilités là-dessus que c'est de toute façon, tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est complètement artisanal et ça fonctionne. Tout est perfectible, mais à puissance 10 000. Et puis, on va perfectionner petit à petit. De toute façon, mon but, c'est pas de devenir le leader mondial de je sais pas quoi, machin. Ça va absolument pas dans la philosophie de l'entreprise. Donc petit à petit. On pose les fondations. Il faut que les fondations, elles soient robustes avant de passer aux étapes suivantes. Ouais. Et j'ai pas envie de rusher les choses. On en parlait ensemble. Et ce qui est vrai que ce qui est hyper chouette, c'est que, en général, une boîte se lance, on veut, entre guillemets, on dit griller des parts de marché, récupérer un maximum de clients, et puis la rentabilité, on en parle après. Ouais. Vous avez une approche vachement saine, parce que du coup, ton copain est associé avec toi. Ouais. Ouais, vous y allez vraiment étape par étape pour avoir un truc vraiment sain, quoi. Ouais. Et puis vraiment se dire, là, en fait, les clients, on arrive à les avoir. On va pas travailler à perte. On va essayer de voir tout de suite ce qu'on peut améliorer. Là, on peut gagner du temps. Et pas en mode, allez, on taylorise tout ça, machin. Non, mais c'est soyons intelligents dans notre démarche, dans notre façon de fonctionner. Et regardons où est-ce qu'on peut gagner du temps et optimisons ça. Ouais. Et après, on regardera comment aller plus loin
avec plus de gens. Voilà. Alors, ils sont là les plans. Hein. On ne sait pas où on va tout ça. Moi, j'ai plein d'idées sur ce que j'aimerais que Little Pop devienne, des voies un peu de développement un peu alternatif, des choses hyper cool qui pourraient se faire. Mais voilà, elles se feront en temps et en heure. C'est d'ailleurs tout ce qui est difficile. Là, récemment, j'étais dans des démarches de recherche de prêt d'honneur. On te demande des business plans, des plans de trésorerie, machin. Mais c'est un exercice qui est tellement difficile pour moi parce qu'on me demande de me projeter concrètement dans quelque chose où, en fait, je marche beaucoup au feeling. Donc en fait, je sens, mais là, on me demande d'écrire, de mettre des chiffres. C'est ce que disait Aline, dont je t'ai parlé, que j'ai interviewée récemment. Aline, elle va ouvrir un café, un salon de thé librairie. Et donc là, elle est en train de faire un business plan, mais on lui demande de compter, de budgétiser un nombre de petites cuillères. Et elle dit, mais j'ai même pas le lieu, en fait. Et c'est... oui, non, mais c'est ça, c'est complètement... Et puis surtout, en plus, je me dis, mais ça sert à quoi de faire des choses aussi précises, sachant que notre force aussi, avec Benoît, c'est quand même qu'on est très, très, très flexible, très réactif. Ça vient clairement du métier parce qu'on est quand même plus ou moins dans le même métier à la base. Ça vient de ce métier-là où, on écoute les utilisateurs, les clients, on voit ce qui marche pas. S'il y a des choses qui marchent pas, on les change, on les arrête. On va pas perdre 3 mois à continuer alors qu'on sait que ça marche pas, quoi. Et du coup, faire des plans comme ça, j'en sais rien en fait. Autant dans 5 mois, je me rends compte que c'est pas la bonne direction, et ça a l'air de tendre plus à droite qu'à gauche. Je vais aller à droite. Et puis tant pis pour les plans que j'avais fait 6 mois avant. Allez, on y va, on essaye, quoi. Donc c'est vraiment c'est un exercice qui structure quand même les choses. Hein. C'est quand même aussi très intéressant de le faire et tout. Mais c'est vrai c'est un peu comme quand tu passes un entretien d'embauche et qu'on te dit vous voyez comment dans 5 ans. Mais qu'est-ce que j'en sais ? Sérieux ? Franchement, si je le savais, ce serait génial. Je serais Madame Irma, quoi. Mais j'en ai aucune idée. Après, on dit que de s'imaginer là où tu seras dans 5 ans, c'est la première étape pour pouvoir y arriver. Ouais, genre vise la lune pour tomber dans les étoiles. Ouais, ok. Non, mais c'est vrai, t'as l'ambition de vouloir faire des choses, mais après se dire alors je serai, je sais pas, dans telle situation. Alors j'aurai une maison avec des volets bleus. Ouais, voilà, j'aurai un petit chien, je serai mariée, j'aurai 3 enfants. Machin. Non, alors ça, moi, j'ai jamais fonctionné comme ça. J'ai du mal même à comprendre. Alors si, je peux comprendre qu'on ait envie de ça, mais qu'on se dise, vie, dans 10 ans, ce sera ça. T'en sais rien, quoi. T'as juste envie de te dire que dans 10 ans, dans 5 ans, tu seras heureuse. C'est ça, ouais. Et puis, de toute façon, ça va dépendre des gens que tu rencontres. Et puis, toutes tes envies, elles vont évoluer avec les gens que tu rencontres. Puis voilà. Et puis, tes projets, tu les fais pas tout seul, quoi. Donc c'est faire des projets avec un critère complètement aléatoire qui s'appelle les autres. Laisse tomber. Oui, c'est foutu. Ouais. C'est le meilleur plan pour que ça se passe jamais comme t'as prévu, quoi. Donc, Et qu'est-ce qui t'a parce que du coup, la recherche de ce prêt d'honneur, c'était quand même une étape supplémentaire. C'était quoi, du coup, la raison pour laquelle tu l'as faite écoute, c'est qu'en fait, donc Little Pop a commencé à bien marcher, même très bien marcher. Il y a un moment, moi, j'ai besoin de plus être toute seule et de commencer à améliorer certaines choses. Tu vois, on parlait par exemple du marketing. Moi, le marketing, je vois ce qu'il faut faire. J'aime pas ça. Ça me gonfle de prendre du temps à faire. Du coup, je fais pas bien. Donc, il faut qu'il y ait d'autres gens que moi qui fassent, ou en tout cas qui m'aident. Voilà. Donc, du coup, ça demande forcément l'embauche de quelqu'un, a priori. Quand tu te fais accompagner par des professionnels, que ce soit freelance ou agence de com, c'est des budgets. Donc voilà. Et en plus, je me disais, allez, je vais passer aussi dans une croissance, donc croître un peu, augmenter les volumes. Et si je veux augmenter les volumes, ça veut dire qu'il faut que j'achète du stock. Enfin voilà, ça demande des dépenses aussi. Donc je suis allée voir. C'était assez galère aussi parce que le milieu du financement des entrepreneurs et tout ça, il y a tellement de choses qui existent que t'es vite noyé. Ouais. Et en fait, j'ai fini par avoir un rendez-vous qui a été génial, où un mec m'a fait un diagnostic en 20 minutes. Il m'a dit à quoi vous pouvez prétendre vous maintenant, c'est ça. C'était qui du coup comme C'était 3i Financement. Okay. C'est quelqu'un du coup que tu payes pour ça ou... Écoute, non, le diagnostic est gratuit. Après, c'est des gens qui accompagnent les entreprises dans leur levée de fonds, leur recherche de financement et tout ça. Mais du coup, plutôt après sur des séries, plus. Voilà, exactement. Donc ils te font quand même un premier diagnostic qui est gratuit. Et les mecs
que c'est des pros, quoi. Ils connaissent tout par cœur. Je crois que c'est des anciens de la BPI qui ont monté ça, donc ils connaissent tout par cœur. Le mec, il a su me dire exactement ce vers quoi ce qu'il fallait que j'aille chercher. Donc en fait, ça a répondu très rapidement à mes questions et voilà. Et puis j'ai lancé mon dossier sur le prêt d'honneur de Paris Initiative Entreprise. C'était quand ça ? C'était, je pense que c'était genre au moment du confinement, juste avant ou pendant, ou là, voilà, c'est mi-mars, début mars, où j'ai lancé mon dossier de demande, qui a été, en fait, c'était super. Je m'attendais à me trouver dans un marasme administratif de trucs et tout, et pas du tout. Enfin, j'ai été accompagnée par une consultante pour travailler mon dossier, qui était canonissime, enfin, qui m'a fait poser des bonnes questions, qui était très pro. Enfin, t'es allée voir une banque, du coup ? Alors ouais, parce que c'est couplé à un prêt bancaire. Ouais. Donc ouais, je suis allée demander à 2-3 banques, j'ai toqué à la porte et puis voilà. Donc du Bonjour, coup moi c'est Nathalie. Ouais, voilà, j'ai ça comme projet. Donc voilà. Et donc en fait, ça se passe, tu sais, t'as Paris Initiative qui donne un go ou un no-go sur le financement et puis il détermine aussi le montant du financement. Et ça après derrière, il faut que tu aies ton prêt bancaire pour pouvoir obtenir au final le prêt. Donc c'est toujours en cours, hein, j'ai toujours en attente parce que t'as eu le go ? J'ai eu le go à l'unanimité de PIE, donc ça c'était vraiment super. Ouais. Et puis c'est pareil, enfin tu vois, tu passes devant un comité, tu présentes ton projet, tu te présentes toi et tout ça, et c'était un échange qui était hyper intéressant. Enfin c'était vraiment chouette. Donc j'ai eu ce go là, et après le problème c'est que les banques avec le confinement, tout ce qui se passe des aides aux entreprises avec le prêt garanti État, tout prend beaucoup de temps. Donc puis le fait qu'en plus tu sois dans l'univers du textile, ça aide. Exactement, pas. Ouais, ça aurait été plus, enfin si c'était pas le textile en fait, j'aurais déjà tout, ça serait bouclé, mais là ça prend un peu plus de temps, il faut que ça passe devant certains comités, donc c'est une question de semaines, de patience, ouais. Et du coup pour toi le confinement ça a été plutôt positif par rapport à ton nombre de ventes? Ouais. Alors après, c'est toujours, encore une fois, moi je déboule dans ce milieu, hein, donc c'est pas des choses que je connais. Je me dis, il y a 3 choses quand même. Il y a l'effet de saison. On est quand même de mi-mars à mai. On rentre dans le printemps. Forcément, les enfants ils ont grandi. Il faut leur acheter des vêtements. Donc il y a forcément. Voilà. Après, il y a aussi le fait que les gens, beaucoup de gens ont eu beaucoup plus de temps pour glander sur Internet en fait et chercher et trouver et tomber sur Little Pop et se dire tiens c'est marrant, je peux essayer, voilà. Et après il y a aussi ce côté de la part des gens qui ont une des prises de conscience pendant ce confinement et qui se sont dit on peut pas continuer comme ça. L'industrie textile, je pense que ça commence à être bien diffusé, que c'est quand même un sacré problème pour la planète et pour l'humanité, hein, parce que c'est pas que des impacts d'environnement, mais et que du coup en essayant de consommer différemment, peut-être qu'on peut et on agit très concrètement, sur l'habillement de ses enfants, c'est très concret. Et quelque part en plus c'est assez bien, tu les éduques en même temps, tu vois, parce que tu peux beaucoup communiquer avec tes enfants là-dessus à ce moment-là. Donc c'est difficile de savoir la part de tout ça. Je pense qu'il y a une grosse part de saisonnalité, de temps de disponible des gens pour découvrir. Après, j'ai aussi pas mal de chance de clientes qui sont très très contentes, qui sont prescripteuses, prescripteureuses, prescriptrices. Ouais, je crois. Bref. En tout cas, qui parlent de Little Pop et qui diffusent autour d'elles. Donc c'est top. Ouais. C'est la clé. Et c'est quoi tes plus grandes joies depuis le début de Little Pop ? Franchement, c'est con, hein, mais c'est des messages d'amour que je reçois de certaines clientes. Il y en a qui me disent mais je suis tellement contente de vous avoir trouvé parce que c'est cool, c'est original. Alors bien sûr, toutes les malles que tu vas envoyer, parce qu'il y en a certaines, elles sont déjà à leur 8e, 9e malle, tu vois, mais toutes les malles vont pas tomber pile poil dans ce qui est attendu, machin, mais c'est pas grave. En fait, dans l'expérience Little Pop, il y a un gros point de personnalisation en fait et de communication en direct avec le client. Tout ça, ça fait vraiment partie des fondements de Little Pop. Et en fait, moi, j'ai des clientes maintenant qui me parlent. J'ai l'impression qu'on est potes, quoi. Enfin, tu vois, et c'est super. Et c'est vrai que du coup, quand t'as ces retours-là de oh là là, mais c'est génial, vous avez super bien réussi à trouver, ma fille a adoré, mon fils a adoré.
c'est bon, j'ai plus besoin de me taper les heures de galère shopping avec mon mari, ou mon mari et mon fils m'insultent parce qu'ils en ont marre. Et là, c'est bon, c'est plus simple, quoi. Donc ouais, c'est vraiment ça. Et il y a aussi un côté un peu satisfaisant, mais qui est encore un peu tout neuf. Donc j'hésite même à le dire. En fait, j'ai l'impression que je suis pas si nulle. J'y arrive, en fait. Enfin, mine de rien, ça fonctionne. Donc bon, peut-être que je peux vraiment y arriver. Voilà. Ouais, on verra, hein, l'avenir nous le dira, mais voilà, mais c'est toujours effrayant, quoi. Et là, maintenant, normalement, j'ai une première stagiaire qui va me rejoindre dans une semaine, mais c'est super. Enfin, moi, j'ai tellement hâte qu'elle arrive parce que j'ai envie de mettre des gens sur ce projet. Parce qu'en plus, il y a tout à faire. Si les gens sont impliqués, qu'ils ont envie, ils peuvent tout inventer. Donc, c'est une opportunité de dingue pour quelqu'un qui est encore en formation, qui vient de terminer ses études. Laisse tomber. C'est un tapis rouge devant toi, quoi. Ouais, et puis il y a vachement de sens dans le... Ouais. Bah ouais, c'est ça. C'est vrai qu'on parle beaucoup, on dit beaucoup, ouais, maintenant les jeunes générations sont plus à la recherche de sens et tout ça. Alors je suis pas persuadée que ce soit juste les jeunes générations, à mon avis c'est quand même quelque chose qui est là depuis un petit moment. Mais c'est vrai que quand tu cherches du sens, trouver une entreprise dont les valeurs, c'est ça, bah ouais, c'est cool. Enfin, bon, après, il faut aimer l'univers, il faut aimer le travail qui est proposé et tout. Donc, ça, c'est encore autre chose. Mais c'est vrai que là, côté sens, on est là. Du coup, le profil la stagiaire, là, c'est un profil marketing ? Ouais. Bah, pour faire justement, m'accompagner de professionnels sur la partie marketing digital. Et puis, du coup, en fait, le truc, c'est que j'ai pas envie d'avoir juste une petite main qui m'aide à concevoir des mâles. J'ai envie d'avoir une tête qui puisse apporter des choses sur l'enjeu du moment qui est le marketing. Donc ce profil-là. Et tes parents, comment ils vivent tout ça ? Écoute, je sais pas trop. Alors, ils me demandent comment ça marche, tout ça. Après, je vais pas très dans le détail avec eux non plus. Enfin, tu sais, le monde de l'entrepreneuriat, c'est pas non plus... C'est pas de l'heure du tout. Ouais, non, enfin, tu vois, genre, je pense que mon père, quand je suis partie d'Enablon pour aller chez Drust, il comprenait pas que je cherche pas du travail chez Orange parce que c'est une grosse entreprise, le travail, il est acquis pour la vie. Enfin, je dis ça, c'est pas complètement vrai, mais... non, mais mes parents, c'est clair. Mais ouais, tu vois, ils sont vraiment dans ce truc-là, là où, non, en fait, moi, je m'en fiche de ça, j'ai pas envie de m'ennuyer. J'ai surtout pas envie de rester toute ma vie dans la même boîte. Non, surtout pas, ouais, c'est ça. Donc je cherche pas le confort. Alors forcément, si le confort vient avec, au bout d'un moment, c'est que quelque part t'as tout gagné parce que t'es bien dans ton métier et c'est cool. Mais c'est pas ce que je cherche, quoi. Moi, j'ai besoin se mettre dans une zone d'inconfort, c'est essentiel. Si tu veux grandir en tant que personne, même pas rien que professionnel, mais même personnellement, si t'es toujours dans ta zone de confort, mais tu fais quoi en fait ? Ta tête, elle grandit comment ? Enfin, donc voilà. Donc ils me demandent des news. Je leur dis que voilà, c'est cool, ça fonctionne. Là, je leur ai pas encore dit d'ailleurs qu'il y a a priori une stagiaire qui allait arriver. Mais ils sont contents, ils trouvent ça chouette, ils sont... ouais, bien sûr. Du coup, tu vas l'accueillir chez toi, la stagiaire ? Bah ouais, dans nos petits locaux Little Pop, voilà, hein, de toute façon, c'est un peu un projet qui sort on n'est pas dans un garage, mais c'est presque ça. Et puis, de toute façon, le but aussi, c'est de trouver des locaux très rapidement, donc ça fait partie aussi de ça. Et c'est ça, en fait, là, c'est une étape, là, on était à l'étape 0, là, on passe à l'étape 1, quoi. Et c'est l'étape 1, c'est petit, quoi. On prend une stagiaire, on cherche des locaux et puis on voit maintenant, on stabilise ça, on essaye d'augmenter le volume et puis on verra le début d'année prochaine où est-ce qu'on en est, comment on continue, quoi. Ouais. Donc, et du coup, avec Benoît, donc vous êtes un couple et vous êtes maintenant associés ensemble. Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre relation, le fait d'être entrepreneur ensemble ? Non, je pense que ça n'a rien changé du tout. Alors, le truc, c'est que vu que Benoît, de toute façon, lui, il est salarié à temps plein, voilà, alors c'est sûr qu'il passe beaucoup de temps sur Little Pop aussi. Il a en plus, il a un très gros poste. Il a un très gros poste, ouais. Donc il passe beaucoup de temps à son travail et du coup, ça va qu'il dort pas beaucoup, quoi. Mais non, ça n'a pas changé que des choses dans notre relation de couple. Après, c'est au niveau relation travail, du coup, parce que finalement, on n'a jamais travaillé ensemble. Donc là,
avez bossé dans la même boîte. On avait bossé dans la même boîte, mais pas ensemble. Ouais. Ensemble, ouais. Et du coup, d'un seul coup, on se retrouve à travailler ensemble. Donc forcément, il y a des ajustements à avoir, mais ça fonctionne bien. Mais ça fonctionne bien comme ça fonctionne bien dans notre vie perso. De toute façon, il fait ce que je lui demande. Il me chamboule, il me dérange, il me titille. Ok, est-ce que tu t'es posé ces questions-là? Mais là-dessus, tu vas pas assez vite. Et en fait, quand c'est trop, je lui dis non, mais stop là. Stop, là tu me stresses trop, ça va pas du tout. Ouais, ok, en fait, ça je l'ai pas fait là, on l'a pas mis en œuvre, c'est pas grave, ça sera dans 2 mois, quoi. Et puis, voilà, ça, et puis ça fonctionne. Du coup, comme ça, c'est sa boss? Alors, pas vraiment, parce qu'on est cofondateur, pardon. Donc, je suis pas vraiment sa boss. Mais c'est vrai que, c'est. Toi, du coup, t'es dirigeante de l'entreprise? Ouais, je suis dirigeante de l'entreprise, ouais. Et du coup, je suis sa boss dans le sens où, c'est moi qui lui dis, OK, là, sur le site web, il faut changer ça, changer ça, changer ça. Après, il s'avère qu'il est quand même vachement plus expérimenté que moi. Donc, il amène aussi beaucoup de propositions là-dessus, auxquelles j'ai pas forcément pensé. Quand on parlait de gagner du temps, il a fait des devs qui me permettent moi de gagner du temps dans mon quotidien de taré que j'avais pas imaginé, parce que j'imaginais que c'était une charge de travail beaucoup trop conséquente à mettre en œuvre maintenant, sauf qu'en fait non, lui il fait non, c'est bon, en fait ça va me prendre une soirée, je vais le faire, on le teste et puis on voit comment ça marche, quoi. Donc trop cool. Ouais. Et les enfants, ils ont dû être contents de savoir que tu crées un projet par rapport à eux, ou ils s'en sont pas forcément rendus compte? Alors, ils ont quel âge? Ils ont 7 ans, 11 ans et 13 ans. Donc, ils étaient contents. Il y a quand même une petite baisse de revenus quand même dans tout ça. Donc ouais, alors après, je pense que maintenant, ils s'en fichent un peu. Mais je pense que les premiers mois, ils me demandaient quand même quand est-ce que j'allais enfin gagner de l'argent, quoi. C'est bon, voilà, quoi, c'est mignon, mais voilà. C'est mignon, mais ça fout quand même un peu la pression. Ouais, voilà. Ouais. C'est, donc voilà. Mais non, ils sont contents. Ils me demandent comment ça fonctionne. Il y avait Gustave qui m'a même déjà aidé à faire des malles, à regarder tout ça. Bon, Garance, il faut plus la stopper, parce qu'elle aurait plus envie d'aller piocher dans le stock qu'autre chose. Ouais, elle aime tout, elle veut tout, donc voilà. Mais voilà, non, c'est chouette. Il s'intéresse, en tout cas, il pose des questions et tout ça. Puis de toute façon, il le voit, donc voilà. Ouais. Mais ouais. Et tu disais que dans tes inquiétudes, tu avais la peur de te dire, voilà, je suis pas maman, donc qui suis-je pour pouvoir faire ce métier? Ouais. Est-ce que finalement, cette crainte, il y a quelqu'un qui t'a déjà... qui m'a déjà reproché? Non. Ouais. Non, j'ai jamais eu une opposition à ça. C'était vraiment. Alors, il y a le fait de pas être maman et le fait d'être belle-mère aussi, qui, je sais pas pourquoi, ça a aussi un mauvais regard de certaines personnes. Et en fait, aujourd'hui, maintenant, je le dis ouvertement. Enfin, quand je présente le projet, j'explique les choses et je dis les choses directement. Là où avant, j'hésitais vachement. Et en fait, en me rendant compte que je le dis 1 fois, 2 fois, que je suis pas maman, je suis belle maman, machin, et qu'en fait les gens s'en foutent complet. Comme quoi, les barrières, on se les met nous-mêmes, quoi. Exactement. Ça c'est clair. Ça c'est sûr que, et c'est là où tu vois, typiquement, Benoît, il m'apporte pas non plus seulement le truc web. Déjà dans mon changement de travail pour aller chez Drust, et même là pour monter Little Pop, c'est il y a un moment quand il te regarde, il se fait mais pourquoi tu vas pas, en fait? Je comprends pas. Tu sais, parce que ça, c'est arrête de t'inventer des problèmes. Enfin, si t'as envie d'y aller, vas-y. Enfin, et c'est cool. C'est quand même cool, quoi. Parfois t'es là, tu me saoules. Ouais, d'accord, ok. Mais d'un autre côté, c'est clair que c'est ce qui fait avancer aussi, quoi. Ouais. Et puis bon, en plus, il y a pas que, mais pourquoi t'y vas pas? Donc c'est de se faire baisser tes barrières. Mais vas-y, et puis je vais t'aider. Puis ça va bien se passer, quoi. Ouais. Donc ouais, ça c'est. De toute façon, l'entourage, il fait tellement. Enfin, c'est essentiel quand tu veux changer d'orientation. Si t'es pas, en fait, c'est même pas si t'es dénigré dans un changement d'orientation, c'est impossible à faire, en fait. Si t'es pas soutenu, à la limite, si toi-même t'as la force de le faire sans être soutenu, c'est pas très grave. Mais si en plus t'es soutenu, alors là, c'est royal. Ouais. C'est la voie royale. Ouais, je sais, je crois que c'est Aline qui disait ça aussi. Ouais. Elle disait, en fait, c'est comme, t'as un pont qu'il faut traverser, mais le pont, il s'est écroulé, il faut sauter. Et en fait, l'entourage, c'est le petit moteur
c'est pas eux les ailes, parce que ces ailes, c'est toi qui les as, c'est ta foi en fait dans ton projet, mais ça va être le petit moteur qui va te donner un petit coup de boost. Ouais, c'est ça. Ouais, et qui va te faire aller un peu plus loin, un peu mieux, qui va faire que quand t'arrives de l'autre côté de la rivière, tu te pètes pas une jambe en atterrissant, quoi. Ouais, non, mais c'est une belle image. C'est vrai que c'est vraiment ça. Ben après, de toute façon, c'est ce que je disais, hein, il y a un moment, la vie c'est des rencontres, c'est de l'intuition, c'est du feeling, c'est les gens qui t'entourent, qui te construisent aussi, qui font ce que t'es. Donc c'est pas pour rien que aujourd'hui je me retrouve là, vu l'entourage que j'ai aussi. Voilà. Et c'est marrant parce que du coup, tu peux faire toute la route depuis le départ. Alors ouais, j'ai eu la chance de grandir dans une famille qui, même s'ils n'avaient pas fait d'études supérieures, ont toujours eu une très grande curiosité et ont toujours amené la connaissance comme étant importante. Après, t'as ton caractère qui fait que t'es bon élève, t'as envie d'apprendre, machin. Ok, super. Donc tu te retrouves entouré de personnes qui viennent d'autres milieux, qui t'ouvrent sur d'autres choses différentes, machin. Et puis bim, enfin tu vois, petit à petit, tu trouves ton chemin aussi comme ça. Et tu vois, aujourd'hui, je suis toujours pas persuadée d'avoir trouvé mon chemin, j'en sais rien. Peut-être qu'en fait, je vais me rendre compte dans un an que si, c'était cool, mais c'est toujours pas ça. Mais alors, je pense pas, mais c'est une possibilité aussi. Mais c'est pas grave parce que de toute façon, tout est toujours une étape vers la suite. Enfin, donc voilà. Donc je pense que dans tous les cas, le truc important, c'est d'être aligné avec soi. Si il y a un truc qui nous dérange, et ça, je l'ai vu sur Little Pop, sur certaines choses que j'ai pu tester, machin. En fait, j'étais pas à l'aise avec des trucs. Je l'ai fait quand même parce que je pensais que c'était le truc plutôt rationnel à faire. Bon, il s'avère que non. Ouais. Non, et je le sentais pas. Et en fait, il faut se faire confiance, quoi. C'est ce qu'on disait avec Johanna Verdi, là, qui est l'interview que j'ai diffusée hier. Et en fait, Johanne, donc maintenant, elle est coach de vie. Et elle dit, faut faire ce qu'elle appelle un body check. En gros, tu regardes ton corps, tu l'écoutes et tu te dis, en fait... non, mais en fait, là, je suis là, mais j'ai pas du tout envie d'être là. Oui, c'est ça. En fait, qu'est-ce que je fais là ? C'est ça. Et souvent, notre corps nous parle. Il suffit juste de l'écouter et de se rendre compte. C'est vrai. De toute façon, le corps, c'est pas. De toute façon, on est un tout, hein, donc le corps, la tête, ça va tout ensemble. Et c'est pas pour rien que du coup, en écoutant son corps, ça aide aussi à, alors pas forcément à trouver sa voix, mais en tout cas à pas prendre la mauvaise. Enfin, c'est ça. Ouais, c'est ça. Tu vois, typiquement, elle m'avait dit un jour, on en parlait avec elle. Elle m'avait dit un jour, donc elle m'a coachée et j'ai eu des entretiens et elle me dit Elle me dit franchement, j'ai l'impression que c'est une béquille. Alors, c'était pas les entretiens pour un job, c'était pour être freelance. Et elle me dit, écoute, j'ai vraiment l'impression que c'est une béquille, mais vas-y. Enfin, de toute façon, elle allait pas me dire de pas y aller. Elle me dit, vas-y, écoute ton corps et voilà. Et en fait, j'étais dans les rendez-vous, je me sentais oppressée et j'étais là, mais en fait, oui, alors je peux gagner des sous, oui, je peux les aider, mais en fait, je suis pas là où je dois être, en fait. Enfin... Ouais, et c'est là où c'est compliqué, en effet, parce que c'est vrai que tu as de ce côté, genre, je peux gagner de l'argent, je peux les aider, donc c'est cool. Tu vois, voilà. Et en même temps, ton corps qui te dit non. L'ancienne Charlotte, elle aurait sûrement écouté je peux gagner de l'argent et je peux aider des gens, et puis, comme ça, je continue ma carrière et tout, voilà. C'est sûr. Et c'est vrai que quand tu passes sur le non, ça c'est du bullshit, l'essentiel c'est pas ça en fait. C'est à la fin de ta vie tu seras pas content d'avoir gagné plein d'argent, qu'en fait t'en as gagné tellement que t'arrives plus à le dépenser, ou alors tu le dépenses mais ça t'apporte rien, ça t'apporte aucune joie, aucun plaisir. T'auras pris du plaisir tous les jours à faire autre chose, en changeant sûrement ton mode de vie. De toute façon voilà, c'est souvent le cas. Il faut aussi accepter de changer un peu sa vie et tant mieux, parce que le changement c'est cool en fait. Le changement ça fait peur, mais le changement c'est nécessaire. Donc ouais, c'est clair. Qu'est-ce que tu penses que la petite Nathalie de 6 ans dirait aujourd'hui? Je pense qu'elle me dirait, mais pourquoi t'es pas allée à l'Observatoire de la Terre et de l'Univers? Qu'est-ce que t'as fait? C'est pas, non. Non, mais en plus, pour de vrai, tu vois, j'aime pas avoir... Alors, je sais jamais si c'est des regrets. J'aime pas avoir de regrets, mais c'est quand même un truc que je garde, où je me dis... je suis un peu bête de pas y être allée. En fait, j'ai l'impression de m'être mis, moi, une pression à aller en école d'ingénieur parce que je trouvais que c'était une voie royale qui était pas de mon milieu et que j'avais de la chance d'y être acceptée. Alors qu'en fait, j'aurais sûrement... j'ai le sentiment que j'aurais vraiment trouvé ma place en faisant les études pour lesquelles je m'étais dit, OK, je vais aller faire ça.
peut-être que j'aurais pas réussi, peut-être qu'en fait je me serais pas sentie à ma place. Enfin, tu vois, il y a tous les scénarios qui sont possibles. Mais ouais, j'aurais toujours tard, ça. Ouais, c'est trop tard parce que ça demande tellement d'années d'études, machin, que là il faut repartir dans des choses. Alors après, bon, je me regarde tous les docus qui existent sur le sujet et puis ça me passionne et c'est très bien comme ça aussi. Tu vois, c'est pas, je suis pas obligée. C'est pas parce que ça me passionne que je suis obligée d'en faire mon travail. Ouais, comme disait Joanne, tu peux vivre ta passion et pas vivre de ta passion. Exactement, c'est ça. Donc, et puis peut-être que c'est mieux même. Me connaissant, je m'ennuie tellement vite, c'est possible que je me pourrisse une passion juste parce que j'en ai fait mon travail. Donc non, c'est donc là. Mais après, je pense qu'elle serait quand même fière. Elle se dirait, ça c'est cool. Tu sais, je pense que dirait, ok, t'as toujours été un peu perdu dans ta vie à tous les niveaux, machin, mais regarde, en fait, il y a un moment, t'as compris, un peu tard, mais t'as compris quand même qu'il fallait s'écouter. Et finalement, maintenant, que ce soit personnellement ou professionnellement parlant, t'es bien là. Tu vois, donc c'est cool. Ah ouais, c'est cool. Qui dit choix dit renoncement. Quels sont les tiens ? Dans ce changement-là, le renoncement, c'est une stabilité financière, parce que voilà, les métiers de product manager ou de métiers comme ça, aujourd'hui, t'es quand même bien payé. Donc voilà, c'est sûr que du coup, des projets qu'on peut avoir. De trouver une petite maison à la campagne, ce genre de choses, il serait quand même vachement plus simple si j'avais parce que du coup, là, vous voulez acheter une maison, mais en fait, t'es au chômage, donc tu ne peux pas emprunter. C'est ça, ouais. Ouais, c'est ce qui m'agace. Ça prend encore une fois pas du tout en compte le contexte des gens, quoi, parce que voilà. Mais ouais, donc c'est ce renoncement-là, en fait, c'est dire potentiellement en fait des projets qui sont soit postponés, enfin décalés, ouais. Soit on les fait d'une autre façon, mais bon, c'est pas très grave. J'ai pas vraiment l'impression. Tu vois, on dit en effet que choisir c'est renoncer. Après, il y a aussi le truc de, alors en français tu dis prendre le risque de, en anglais c'est take the chance. Et en fait, c'est ça que je retiens, tu vois. C'est en fait, j'ai surtout une sacrée chance de pouvoir, d'avoir l'opportunité de tester ça, quoi. Franchement, c'est ouf. J'ai l'entourage, j'ai le pays qui va bien pour ça. Enfin, tout est fait pour que ça fonctionne. Donc, c'est surtout une chance. Ouais. D'ailleurs, si tu croises quelqu'un qui ne te connaît pas, qui connaît pas ton histoire et qui te dit, en fait. Là où t'en es aujourd'hui tout de suite, c'est que grâce à de la chance. Tu lui réponds. Franchement, je dirais peut-être. Enfin, forcément, il y a un facteur chance. Après, la chance, elle te tombe pas du ciel. Hein. Tu la tires aussi. Et puis, il y a un moment, si t'es chanceux, c'est que quelque part, t'es pas la dernière connasse du monde. Donc voilà. Et puis, non, c'est pas de la chance. Il faut y aller. C'est sûr. On se dit, c'est facile. T'as une idée, tu la mets en œuvre. En plus, t'as de la chance. Ton copain, il peut développer. Alors oui, bien sûr. Oui. Après, si ça avait pas été comme ça aurait été différemment. Mais ça se serait passé quand même, en fait. Peut-être qu'il y aurait eu plus de difficultés, ou alors peut-être que j'aurais pu avoir encore plus de chance et que ce soit encore plus simple. Enfin, tu vois, donc non, c'est pas de la chance. C'est ce que t'attires toi comme personne. C'est juste ça. On est d'accord. Est-ce que ça a été quoi tes plus grandes difficultés ? Comment tu les as gérées ? Mes plus grandes difficultés. Je pense que ça a été vraiment de passer le cap d'aller parler à ces créatrices de marque. Vraiment, parce que j'ai dû le faire très tôt dans le projet. Avec ce syndrome de l'imposteur, cette peur de ce monde, voilà. Et du coup, ça m'a fait très peur. En plus, je suis pas vraiment quelqu'un qui aime parler aux gens qui connaissent. T'es pas vraiment une commerciale dans l'âme. Non. Non, pas trop, non. La négociation, tout ça, c'est pas de la mais non, je suis hyper nulle là-dedans. Enfin, c'est une catastrophe. Après, il y a un moment, t'y vas.
t'adapter petit à petit et puis tu tombes sur la nana qui elle fait des super produits mais franchement elle pour le coup c'est clairement une hyène donc voilà, et puis sur l'autre qui est adorable, qui t'aide, tu vois, qui dit ah bah ouais mais moi quand j'ai commencé j'ai fait ci, j'ai fait ça, tu peux, voilà, on peut continuer à discuter, hésite pas à m'appeler, machin. Donc voilà, et donc on peut au fur et à mesure, et bah c'est comme tout le temps, t'as tes peurs, si tu vas pas t'y confronter tu vas pas les passer, donc bah t'y vas, et puis en fait tu te rends compte que bah de temps en temps c'est justifié, mais qu'en fait c'est pas si grave, et que la plupart du temps c'est pas justifié, et que voilà, ça se passe très bien derrière. Au pire tu tombes sur une hyène, il y a un petit chaton qui t'attend derrière, quoi. Exactement. Ouais, et puis ça va pas me détruire, hein, donc voilà. Et puis après alors je suis nulle en négociation, ça prend du temps machin, mais maintenant j'arrive à actionner des leviers, à faire des choses, Parce que du coup les marques tu achètes leur stock ou tu demandes Non, j'achète leur stock. Alors, j'ai fonctionné au tout début beaucoup avec des stocks d'anciennes collections qu'ils avaient, parce que de toute façon, il y a des moments aussi où tu commandes les trucs, et moi, j'avais loupé tous les moments, forcément, je les connaissais pas. Donc, voilà. Donc, j'avais beaucoup fonctionné sur les stocks, et en plus, dans la philosophie de dire un vêtement qui existe, c'est un vêtement qui doit servir. On s'en fiche de la collection. Je m'en fous que ce soit la collection de l'année dernière, enfin, voilà, ça va, quoi. C'est pas comme s'il y avait eu une révolution dans la mode depuis un an, voilà. Et voilà, donc là-dessus, et là maintenant, vu que ça fonctionne, j'ai besoin de volume, j'ai besoin de me projeter, je fonctionne aussi sur les nouvelles collections, donc là c'est des stocks que j'achète et que je revends, donc après il y a toute la partie conditions de paiement à négocier, quand est-ce que tu payes quoi, enfin voilà, tous ces aspects-là, et je continue à fonctionner aussi sur les stocks des anciennes collections de ces créateurs. D'accord. Où là c'est un peu plus simple aussi, puis ça permet moi de pouvoir proposer aussi des vêtements moins chers. Ouais. De quoi t'es la plus fière aujourd'hui ? En fait, c'est con, hein, mais je marchais dans la rue il y a 2 jours et je crois que je suis passée à côté d'une nana qui était en call, et je comprends qu'en fait c'est une chef d'entreprise, et je me dis la meuf, elle en envoie, elle avait l'air super sympa, elle avait une trop bonne tête, et elle parlait, elle avait l'air bien confiante, machin, et je dis la meuf ça doit être une chef d'entreprise, elle est impressionnante, et je me dis putain mais moi aussi je suis une chef d'entreprise en fait. C'est un truc de fou. Je me suis toujours dit qu'un jour ce serait sûrement un passage obligé, parce que j'ai aussi un petit problème avec l'autorité, donc il y a un moment peut-être passer par je suis mon propre chef, ça marche aussi, enfin en tout cas le tester, mais y être arrivé là, mais c'est fou. Et en plus c'est arrivé naturellement, tu vois, c'est venu parce que c'était le moment, c'était l'opportunité, c'est voilà. Ouais, ou l'opportunité que tu t'es créée. Ou l'opportunité que tu t'es créée, c'est ça. J'ai écouté ma voix, les gens autour de moi, mais ouais, c'est comme ça qu'on se crée une opportunité. Ouais, c'est sûr. Quel conseil t'aurais aimé qu'on te donne et du coup que tu voudrais donner ? Écoute, c'est un conseil qu'on m'a donné après coup, même plutôt récemment, et que j'ai trouvé très, très vrai. C'est ce qui est important, c'est les valeurs que tu as pour ton entreprise. Donc, pour le coup, Little Pop, les valeurs, elles sont très, très fortes. On est sur de l'éco-responsabilité, de l'humain, de la personnalisation, tout ça. Et en fait, cette personne, donc c'est l'ancien fondateur d'Enablon, m'a dit, dans tout ce que tu imagines pour ton entreprise, il faut que ce soit ces valeurs-là qui s'y retrouvent. Ça veut dire que même dans ta recherche de financement, dans la façon dont tu veux l'organiser, dans la façon dont tu te vois rémunérer tes collaborateurs, tout ça, l'important, c'est ces valeurs-là. Et tu vois, typiquement, ce que je te disais, les choses que j'ai pu mettre en œuvre à certains moments avec lesquelles j'étais pas très à l'aise et sur lesquelles finalement je suis revenue et j'ai fait différemment, et ben c'est exactement ça. C'est des choses qui étaient pas vraiment en adéquation en fait avec les valeurs. Et voilà, une fois que tu t'en rends compte, c'est ça. Donc c'est qu'en fait, les décisions que tu prends, elles sont drivées par un aspect rationnel bien sûr, mais au moins à moitié par tes valeurs. C'est ça qui fait que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas. Si tu perds tes valeurs, c'est mort. Ouais. Souvent, d'ailleurs, on dit que quand je dis les grandes entreprises, c'est les belles réussites plutôt que les grosses boîtes. Ouais. Les boîtes qui réussissent, c'est des gens qui ont des valeurs fortes et qui recrutent les gens sur les valeurs et pas sur les compétences, en fait. Ouais, exactement. Que les valeurs, ça ne s'acquiert pas, tandis que les compétences, ça s'acquiert. Exactement, ouais. En effet, ces entreprises qui laissent la chance à des profils un peu atypiques ou qui rentrent pas dans les bonnes cases, machin, mais qui
qui font confiance en l'humain qu'il y a derrière, son implication et tout, elles ont tout compris, c'est clair. C'est comme ça que tu recrutes les bonnes personnes. Et pourront évoluer du coup dans la boîte au fur et à mesure. Et qui auront envie, qui vont grandir. Ce qui est important, c'est de grandir avec l'entreprise. Enfin, tu vois, c'est vraiment ça. Et moi, c'est le sentiment que j'ai eu, par exemple, chez Enablon. Et c'est ça qui te donne envie encore plus de te sortir les doigts et d'y aller, quoi, et de t'impliquer, de t'investir et d'être là au rendez-vous. Donc ouais, c'est vraiment... Et puis en plus, tu vois, si t'écoutes pas tes valeurs, quand tu fais des choix, et c'est ce que m'avait dit, il s'appelle Phil, ce que m'avait dit Phil, parce que je lui disais, écoute, il y a un moment, j'ai eu l'impression que je me faisais bouffer par Little Pop. J'étais pas bien. 2-3 mois après avoir commencé, je me posais des questions. J'ai l'impression que, en fait, c'est plus moi qui décide, mais c'est Little Pop qui décide. C'est un truc qui est là. J'ai créé un truc, et les décisions, maintenant c'est Little Pop. Et en fait, j'ai repris à un moment le truc par-dessus, et je lui ai dit non, en fait, c'est moi, il faut que je me dise comment je vois les choses et que je les mette en œuvre comme ça. Et si ça marche pas, tant pis. Enfin, tu vois, de toute façon, j'ai pas envie de les faire différemment. Et c'est là qu'il m'a dit, de toute façon, des entrepreneurs qui ont l'impression de se faire bouffer par leur projet, il y en a des tonnes, mais des tonnes. Et en fait, c'est quand tu perds ça. Quand tu perds la mise en œuvre de tes valeurs et des fondements de l'entreprise. Et du coup, c'est la base. C'est définis tes fondements, définis tes valeurs. Canon. Un beau conseil pour ce c'est quoi tes rêves pour Little Pop ? Mes rêves pour Little Pop, en fait, j'aimerais créer une espèce de communauté, un truc où en fait, c'est cool, Little Pop, tu peux acheter des vêtements qui sont chouettes, t'as ta petite surprise tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois là, de vêtements que t'as pas choisi, mais qui... Parce que maintenant, on peut s'abonner si on veut. Ouais, c'est au choix, hein, mais il y a un abonnement qui est possible. J'aimerais aussi pouvoir créer peut-être une petite gamme, vraiment Little Pop, sur des vêtements typiquement que je peux pas proposer en seconde main. Tu vois, je pense aux sous-vêtements, par exemple. Ça, c'est des choses que je veux pas porter en seconde main, donc voilà. Et puis à côté de ça, créer une vraie communauté alors je sais pas comment, à travers un blog, des choses comme ça, mais d'articles sur tout ce qui entoure cette industrie textile éco-responsable, des initiatives qui sont mises en œuvre. Et puis de toute façon, il y en a tellement que le sujet est infini. donc voilà, mais voilà, c'est vraiment créer cet univers. C'est un univers que j'ai envie de créer. D'ailleurs, on retourne à terre et voilà. La boucle est bouclée. C'est ça. Qu'est-ce qui fera que tu pourras dire que tu as réussi selon toi ? Sachant qu'évidemment, la réussite est un critère, enfin, c'est une définition qui est propre à chacun. Ouais, écoute, moi, ce qui m'intéresse dans Little Pop, c'est de réussir à faire que les gens ils arrêtent d'acheter dans ces marques qui sont dégueulasses, qui se foutent royalement de détruire cette planète, de payer des gens qui en fait peuvent même pas vivre avec les salaires qui leur filent, tout ça. Franchement, Little Pop sera réussi quand Little Pop sera connu et que les gens achètent pour ces valeurs-là. Donc en fait il y a tout un, quand je dis la communauté, créer des articles machin, il y a tout un côté un peu éducation, enfin en tout cas tu vois, aider, voilà. Et du coup voilà, si Little Pop grossit, j'ai gagné, parce que ça veut dire qu'il y a de plus en plus de gens qui consomment d'une façon raisonnée, ou en tout cas en partie, parce que peut-être qu'ils consomment pas tout comme ça, mais au moins en partie, tu vois. Donc ça c'est cool. Et après voilà, de toute façon il faudra toujours aller plus loin là-dedans, et puis quelque part tant que tout sera pas bien, enfin ça n'ira pas, mais si on arrive à contrebalancer toutes ces marques-là, puis c'est un peu huge du coup comme projet. Ouais, c'est un peu costaud. Ouais. Aucune pression. Non. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Écoute, des bonnes rencontres. Là, Little Pop, si de toute façon, la réussite, elle va dépendre de moi, elle va dépendre de Benoît, elle va dépendre de nos choix, de tout ça. Elle va aussi dépendre des gens qui vont commencer à arriver. Ouais. Et du coup, s'il y a les bonnes personnes qui viennent, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Donc, il faut des bonnes rencontres. Ouais.
On dit que dans la vie, en fait, on va prendre le concept d'un vase. Pour pouvoir remplir le vase ou le pot de fleurs, prenons l'exemple d'un pot de fleurs. Pour remplir un pot de fleurs de cailloux, il faut commencer par les gros cailloux, après des petits cailloux et puis après le sable. Sachant qu'on souvent prend la métaphore avec les priorités dans la vie et que il faut remplir sa vie des grosses priorités. C'est quoi, du coup, selon toi, tes grosses priorités que tu mets dans ton pot de fleurs avec tes cocotiers? Ce qui est important pour moi en premier abord, c'est un équilibre en fait. C'est que ma vie professionnelle et ma vie personnelle soient équilibrées, que je puisse en fait décider de mon temps comme je le veux, mettre en œuvre mes projets perso et mes projets pro en parallèle sans que voilà. Et c'est de surtout pas m'encombrer de tous les petits problèmes qui puissent exister, juste garder en tête que j'ai quand même de la chance. Je rejoins la personne que j'ai rencontrée dans la rue et qui me dit que j'ai de la chance, que j'ai tout pour pouvoir faire en sorte que ça se passe bien, et que du coup on se concentre sur l'essentiel, et que l'essentiel c'est les autres, c'est les rapports en fait, c'est des rapports honnêtes, francs, c'est de la profondeur dans tout ce qu'on fait et des vraies raisons derrière tout ce que je fais, professionnellement et personnellement parlant. Pas se mentir. Ouais. Et tes prochains défis, du coup, c'est quoi ? Prochain défi, ça va être donc là donc sur Little Pop, stagiaire local, tout ça, et puis c'est d'envisager la next step que j'imagine assez rapidement l'année prochaine, et puis commencer à embaucher la première personne en CDI, et puis faire grossir un peu l'équipe, quoi, et arriver potentiellement à 4 personnes. Donc là ce serait super. Avec quel type de profil t'imagines ? Alors, il faudra toujours, je pense, sur 4 personnes, il y en a au moins 2 qui sont des profils marketing. Ouais. Après, il peut y avoir une personne avec un profil peut-être plus mode, je sais pas. Enfin, ça va aussi dépendre de cette petite gamme que je voudrais peut-être lancer. Enfin, tu vois, est-ce que j'ai besoin de... Parce que bien sûr, j'y connais rien. Comment on crée un vêtement. Mais tu coupes pas... Non, alors moi je tricote, mais je coupe pas. La couture, ça a jamais été une grande... Un sous-vêtement en tricot. Ouais, hyper agréable. Non, je coupe pas. C'est pas vraiment un truc que j'aime faire. Après, tu vois, imaginer des vêtements et tout ça, ok. Mais bon, il y a quand même tout un process à mettre en œuvre pour créer des vêtements derrière. C'est des métiers à part entière. Encore une fois, c'est pas pour rien. Donc voilà. Donc peut-être un profil comme ça. Et puis à terme, je sais pas. Peut-être qu'il va falloir aussi embaucher un dev parce que Benoît, il a peut-être aussi envie de dormir un peu. Ouais. mais voilà. Ouais. Et d'ailleurs, son boulot, ils sont au courant qu'il a ce side project ? Alors, je pense pas, parce que de toute façon, c'est pas vraiment, c'est un peu des discussions plutôt perso, donc je pense pas qu'il en discute. Après, dans ses collègues, ils sont au courant, ouais, forcément. Il y a pas de souci. Non, de toute façon, enfin, tu vois, il le fait, son travail, il y a pas de problème. Enfin, Little Pop n'empiète pas sur son travail, donc voilà. Ouais. Donc forcément, non, écoute, il arrive à gérer les deux. C'est vrai que c'est assez. Il a toujours eu des side projects en parallèle. Il a toujours eu des side projects, ouais. Oui, ça c'est clair. Ouais. Et puis bon, ça l'éclate aussi, et puis ça lui permet de garder, vu qu'aujourd'hui il code pas, donc dans son travail, ça lui permet de garder aussi les mains là-dedans. Et je suis persuadée que c'est bénéfique aussi pour son travail. Donc voilà. Ouais. À qui t'as envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte ? Franchement, alors c'est peut-être un peu lame, mais je pense que c'est à Benoît que j'ai envie de dire merci. Parce que franchement, avant que je le rencontre, j'étais vraiment dans ce que m'a appris mon éducation de tu quittes pas un emploi tant que t'en as pas trouvé un autre, parce que c'est trop de risques, ça fait peur, c'est machin. Benoît, il a commencé à m'ouvrir les yeux déjà quand j'ai changé de travail pour aller chez Drust, où j'ai quand même quitté Enablon sans avoir trouvé encore de travail. Bon, il s'avère que j'ai trouvé très rapidement, bien sûr. Mais quand même. Et en fait, c'est lui qui m'a dit, mais pourquoi t'as peur, en fait ? Et je sais pas, parce que je peux pas être au chômage. Enfin, tu vois, c'est pas possible, je peux pas envisager ça. Je dis, mais pourquoi ?
Enfin, au pire, tu vas être au chômage 3 mois. Et 3 mois, c'est long dans nos métiers. On a la chance d'être dans un métier qui recrute beaucoup. Donc, si tu veux que ce soit une semaine, ce sera une semaine. Mais arrête de te prendre la tête. Si t'es pas bien, change. Et ça, du coup, ça m'a aidé à ce moment-là. Et puis, ça a aidé aussi, derrière, quoi. Donc ouais, c'est juste... arrêter de se mettre ces barrières, quoi. Enfin, qui n'existent pas, en fait, qui sont juste inexistantes. Et ça, je pense que s'il n'avait pas été là, j'aurais peut-être pas encore sauté le pas. Ça viendrait, parce que de toute façon, voilà, c'est aussi inhérent à ta personne. Mais c'est un catalyseur, Benoît, dans ma vie. Il va être content. Du coup, ce que je te propose, c'est qu'on se reparle dans 3 mois derrière plaisir. ces micros. Et on te souhaite plein de succès pour la suite. Merci. Et puis, on a hâte d'avoir des nouvelles. Grave, avec plaisir. Merci Nathalie. Merci à toi. J'espère que ce premier rendez-vous avec Nathalie vous aura plu. Retrouvez sur le blog pourquoipasmoi.co tous les liens pour suivre Nathalie et Little Pop. Si vous avez des questions à lui poser, envoyez-les-moi par email à charlotte@pourquoipasmoi.co. Belle semaine et à jeudi prochain pour un nouvel épisode de Pourquoi pas moi.